sismique. On a parlé des différentes influences. Je vais aujourd'hui faire un petit rapport technique sur le sisme de Molodes du 21 mai 2003. Okay. C'est un petit rapport technique que je voudrais donc faire ici. Ça permettra aussi à d'autres personnes de le voir. En général, l'Algérie est un pays à travers son histoire, à travers toutes les études géologiques, archéologiques, historiques, réelles, récentes. L'Algérie s'est avérée un pays sismique. Okay. C'est un pays qui est disposé à être soumis à des actions sismiques. Bien sûr, ces séismes, on a eu donc l'avantage, parce que ce n'est pas toujours un inconvénient, c'est vrai le séisme est un inconvénient, parce qu'il va occasionner beaucoup de pertes en vie humaine, pertes de biens, mais en termes d'avancée scientifique, de protection, nous sommes un pays qui mérite beaucoup plus d'efforts et de compréhension de ce qui s'est passé chez lui, parce que nous avons un champ réel. Nous ne sommes pas comme d'autres pays qui n'ont pas un séisme et qui vont ailleurs pour apprendre, essayer d'apprendre et éviter à leurs concitoyens ce qui s'est passé en Algérie ou ce qui s'est passé au Mexique ou en Turquie. Là, nous avons, c'est un champ réel, c'est une expérience malheureuse, mais elle est réelle. Ce n'est pas un laboratoire, c'est réel. C'est un laboratoire à échelle réelle. Donc vous allez avoir une vision de ce qui peut se passer réellement, de diagnostiquer et de tirer les leçons pour l'avenir. C'est ça un séisme. Ok. En Algérie, en général, bien sûr, quand il y a des séismes, premièrement, ce n'est pas des séismes vraiment très importants. Il y a eu un seul séisme d'importance, vraiment important, c'est le séisme de l'Asna, qui est arrivé à une intensité magnétique de 7, et qui a engendré des accélérations de l'ordre de 0,4 à 0,5 G. C'est important, 0,4 à 0,5 G. Ok, G c'est la pesanteur. Donc quand on dit 0,5 G, c'est vraiment très important, 0,5 G. Okay. Les autres séismes en général, ce n'est pas des séismes vraiment très importants, comme le séisme d'Agoumougas, il est arrivé, je crois, à une échelle de magnitude de 5,8 par rapport à une magnitude de 7. On est arrivé, je crois, à 5,8, maximum 6. Mais il y a eu beaucoup de dégâts. C'est beaucoup de dégâts. On devrait tirer profit, essayer d'apprendre. Nous avons un laboratoire réel devant nous. On doit tirer les leçons, apprendre. Et bien sûr, dans les futurs proches, on va essayer donc d'arriver à un certain seuil où on est protégé, comme d'autres pays, comme les Japonais, c'est de la science, ça. C'est pas quelque chose qui est miraculeux. C'est une science qu'on apprend à l'université, qu'on apprend durant toute notre vie à partir des règlements, et on essaie de se protéger. Si je vois le règlement, comme j'ai dit avant, nous sommes la réglementation, nous sommes au niveau européen. L'Algérie est au niveau européen, au niveau réglementaire. On est au niveau japonais réglementaire, on est au niveau de la Turquie, au niveau règlement, au niveau enseignement, on est dans le même niveau. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi? Justement, c'est le grand dic, c'est le questionnement qui devrait se poser. Pourquoi dans d'autres pays, ils arrivent à se protéger avec des séismes majeurs, avec moins de dégâts, avec moins de pertes de vie humaine, alors que nous, pour un séisme qui est de 5,8 à 6, nous avons des milliers de morts. Bon, maintenant, je crois jusqu'à 2200 ou 2400 morts. En plus des conséquences, les blessés, les veuves, les orphelins, les sans-abri, c'est une catastrophe, le séisme. Okay. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise la nature. D'accord? Les gens parlent toujours de l'autre.
Ok, parce que Dieu nous haït, ou nous ne sommes pas sur le chemin de Dieu, que les Japonais sont sur le chemin de Dieu. Ok, voilà, parce que on ne peut plus avancer, on restera toujours cloisonné dans une certaine idéologie qui n'est pas de la nôtre. Là, on prend le savoir. Le savoir, c'est le talent. Ok. Là, en général, on ne se met jamais en cause. On ne met pas en cause nos règlements, nos entreprises, nos matériaux. Non. Là, c'est toujours la nature est toujours c'est plus fort que nous. Et donc, on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer. Il n'y a pas de diagnostic réel sur les dégâts qui ont été occasionnés. Généralement, si je vois au niveau réglementaire, nous sommes au niveau européen, mais il y a d'autres facteurs aussi qui interviennent. Le facteur conception, qui n'est pas un calcul. La conception, comment concevoir une bâtisse pour qu'elle puisse subir un séisme sans beaucoup de dégâts. Ça, c'est une conception. Au niveau matériaux, est-ce qu'on a de bons matériaux? Au niveau maîtrise de réalisation, est-ce qu'on réalise bien? Est-ce que la défaillance elle est dans la réalisation? Est-ce qu'elle est dans l'étude? Est-ce qu'elle est dans la conception? Et on essaie donc de se ressortir à chaque fois plus fort, on sortira à chaque fois plus fort avec des mécanismes qui vont donc essayer d'amortir tout ce qui s'est passé, essayer d'apprendre. Ok. Donc généralement, au niveau du Merdes, bien sûr, j'ai dit qu'il faut avoir le courage de dire la vérité. On ne peut guérir avec le mensonge. Le mensonge ne mène nulle part. Il faut avoir le courage de dire face à face qu'on a tel et tel problème. Si vous allez chez un médecin, si vous lui cachez votre maladie, il ne va pas la découvrir. Donc vous devez lui dire réellement ce que vous savez, ce que vous avez. Et c'est ça. On devrait en général essayer d'être attentif à ce qui s'est passé, et essayer de voir justement pour essayer d'améliorer tout ce qui est conception, tout ce qui est calcul, tout ce qui est réalisation. Ça, c'est très très important. Bien sûr, beaucoup d'effondrements. La constatation, c'est que tout le monde a constaté que pour un sisme de 5, 8 ou de 6, on ne devrait pas avoir beaucoup de dégâts. C'est tout à fait l'inverse. Il y a eu beaucoup d'effondrements de bâtiments. Des villas en R+1, des bâtiments en R+5. Donc vraiment, ça a été une catastrophe. Ça a été vraiment une grande catastrophe. Et il fallait justement étudier cette catastrophe-là. Il fallait l'étudier par des professionnels. Ok, au niveau parasismique, avec des équipes universitaires, pour essayer de voir ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on devra faire dans l'avenir. Ici, je vois à peu près, voilà, vous voyez, ici c'est l'université de Merdes. Vous voyez les dégâts. Ok. Toute l'université a été touchée. Les effondrements, on peut voir ici les effondrements, qui sont contraires au principe du calcul parasismique. Qu'est-ce qu'on avait dit au départ? On avait dit que le calcul parasismique, on fait tout ce qui est calcul, conception, etc. Pour éviter quoi? Pour éviter l'effondrement. Donc on doit expliquer pourquoi il y a eu effondrement. On doit expliquer ça. Bien sûr, cette explication, on n'a pas. On ne sait pas pourquoi il y a eu cet effondrement. On ne le sait pas. Il n'y a pas eu d'études qui nous permettent justement de tirer profit, d'avoir eu des leçons pour pouvoir à peu près prévenir dans l'avenir ce type de réalisation. En général, normalement, dans un site donné, s'il y a beaucoup de bâtiments qui ont failli, et qu'il y a un bâtiment qui est resté stable, on devrait s'inspirer de ce bâtiment qui est resté stable. On devrait s'inspirer, voir ce qu'il y a eu, ce qui a été fait pour ce bâtiment. Alors l'apprentissage, c'est ça le génie, c'est ça le génie parasismique. Le génie parasismique, ce n'est pas de calculer une structure. C'est d'apprendre les mécanismes qui ont fait en sorte que ce bâtiment reste stable. Malgré que les deux bâtiments, peut-être ont été calculés avec le même code, et ont eu les mêmes prescriptions réglementaires.
Donc on doit savoir le pourquoi, et le pourquoi va nous orienter vers ce qui doit être fait. Si l'image inverse ici, sur l'autre côté, c'est la même chose. Ok? Ben, il y a des défaillances ici. On va discuter avec les défaillances collectivement. On va essayer de les discuter. Ok? Ce qu'on peut remarquer chez vous, ce qu'on peut remarquer ici déjà, qu'il y a deux bâtiments qui sont liés par je ne sais pas quoi ici. Ok? Deux bâtiments indépendants sont rattachés par des éléments entre les deux bâtiments. Ce qui a fait que s'il y a des mouvements, bien sûr, il va y avoir une interaction entre les deux bâtiments qui sont considérés comme des bâtiments normalement autonomes, libres. Ok. Donc, si je vois par exemple ici, voilà, vous avez un effondrement total ici, effondrement total de bloc pédagogique. Heureusement, c'était le vendredi. Heureusement, c'était le vendredi. Donc, il n'y avait aucun étudiant à l'université. Sinon, ça aurait été un carnage. Ça aurait été, imaginez le bloc à la là-bas, ça aurait été un carnage. Heureusement, c'était le vendredi. Ici, vous avez un effondrement aussi. Ok, vous avez un effondrement aussi. C'est un préau ici. Un autre effondrement aussi. Vous voyez le type d'effondrement. Je vous le bâtiment. Vous voyez comment il est tombé. Plancher sur plancher. Ok? Plancher sur plancher. Comme un puzzle, comme un jeu de domino. Plancher sur plancher. Ok? Ici, on peut voir un bâtiment qui a été complètement déformé. Vous voyez, il n'est pas droit. Il y a une déformation au niveau du rez-de-chaussée. Mais en haut, il est resté intact. Ok? Maintenant, c'est l'influence de la déformabilité du bâtiment. C'est l'influence de la déformabilité. Donc, vous avez un bâtiment qui est déformable en bas, parce qu'il n'y a pas de maçonnerie. Il y a uniquement des garages de protection en acier, des portes en acier. Donc, le bâtiment pouvait se déplacer. Contrairement à la partie supérieure, où vous avez un bâtiment, la maçonnerie va le rendre très rigide. Sur un bloc, vous avez un bloc rigide sur des appuis qui peuvent avoir des déplacements. Ok? Et on est sorti avec ce qu'on appelle les étages souples. Vous avez retrouvé dans le règlement ici. On parlera d'étages souples. Cet étage-là, il est très souple, mais il est très déformable par rapport aux autres étages. Et on peut voir aussi que c'est la même structure. On peut voir déjà que la maçonnerie, malgré que c'est un élément secondaire, mais elle a joué le rôle de rigidification de la partie supérieure. La maçonnerie qui est insérée, elle est insérée là, elle va empêcher le portique de se déplacer. Dans les schémas. La maçonnerie qui est au niveau de ces portes, elle va empêcher donc le bâtiment de se déplacer. Malgré que c'est un élément qui n'est pas structural. C'est un élément secondaire, mais avec des effets sur le comportement en déplacement de ma structure. Et là, on peut le voir directement ici. C'est un cas particulier où maintenant, on s'intéresse justement à ce cas de flexibilité. On peut voir par exemple, imaginez que vous avez un hôtel de 14 étages, complètement en maçonnerie, c'est des chambres, ok? Et dans un étage, il y a par exemple le restaurant. Et vous n'allez rien trouver, ok? Dans cet étage-là, vous n'allez, donc il n'y a plus rien. Donc vous allez avoir un système à plusieurs étages, avec des étages rigidifiés par la maçonnerie, malgré ce niveau. Et à un certain niveau, vous allez avoir un espace dégagé. Un espace dégagé, qui est par exemple le restaurant, là, ok? Et là, vous avez ici quelque chose de très rigide,
Alors qu'ici, c'est flexible. Ok, c'est flexible. Et dans ce cas-là, on ne peut pas l'étudier ici. On ne peut pas faire une modélisation. On est obligé dans ce cas-là, si je veux faire une étude réelle d'un point de vue logiciel de calcul, je suis obligé d'intégrer la maçonnerie comme élément de rigidification. Chose que je ne peux pas faire. Chose que je ne peux pas faire. Et donc le règlement tient compte globalement, il va parler globalement. Ces états souples sont interdits dans certains types de structures. Même si on veut faire quelque chose sans maçonnerie, on est obligé d'intégrer des éléments rigides, s'il le faut même des voiles, pour éviter justement qu'il y ait cet état souple. Parce qu'on ne peut pas l'estimer quantitativement, réellement, on ne peut pas l'estimer. Si on fait un calcul, on va trouver dans le calcul que tout est bien. Mais dans la réalité, ce n'est pas bien parce que dans le calcul, on n'intègre pas la maçonnerie comme élément de rigidification. Donc, ce qui va donner quelque chose de faux. Donc le calcul, comme il est faux, devient caduque maintenant. Ici, vous avez la même chose, vous avez un renversement ici, mais ce n'est pas un renversement global, c'est un renversement d'une partie supérieure. On va le voir dans notre image. Voilà, vous le voyez ici. Donc c'est l'étage supérieur. C'est l'étage supérieur qui a été détaché par rapport à l'étage qui lui est inférieur. Le moment de renversement ici, ce n'est pas tout le bâtiment qui a été renversé, mais une partie qui n'a pas résisté, c'est que les éléments de rattachement n'ont pas suivi, n'ont pas pu résister. Dans ce cas-là, vous allez avoir ces poteaux-là seront soumis à l'attraction, complètement à l'attraction. C'est complètement à l'attraction. Ça nous pousse à vérifier ce type de renversement. Pas uniquement de renversement global, normalement, on devrait aussi tenir compte du renversement local, surtout les hôtels les plus importants, parce que le poids n'est pas important. Parce que le poids, c'est la stabilité. Et plus vous avez du poids, plus vous êtes stable. Donc, il y a moins de poids, l'effort sismique est très très important en haut. Et on a eu donc un renversement d'une seule partie, d'un seul étage au niveau de la partie supérieure. Ici, vous avez démolition complète, comme vous pouvez le voir ici. Okay. C'est une ruine totale de notre ouvrage. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, donc, il va falloir faire une expertise approfondie au niveau calcul, au niveau plan, au niveau exécution, pour déceler à peu près pourquoi il y a eu cette catastrophe. Parce que, je répète, quand on fait un calcul, on le fait pour qu'il n'y ait pas de démolition, de ruine. S'il y a une d'ouvrage, donc ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Il doit normalement étudier, analyser le pourquoi de la chose pour en finalité arriver à accroître nos capacités pour éviter donc tout ce qui est effondrement. Ici la même chose, vous voyez ici, effondrement total des bâtiments, l'un sur l'autre, les planchers vont se rabattre l'un sur l'autre. C'est un autre effet ça. On va discuter de tout ça à partir de ces images-là. On va essayer de voir quels sont les phénomènes justement qui se sont passés. La même chose, on peut le voir aussi, vous voyez. Ok, donc c'est important, c'est quand même, je ne sais pas combien il y a eu de bâtiments détruits, mais il y en a eu beaucoup. Ici, c'est notre type de bâtiment, c'est le même principe. Ici, vous pouvez voir, la maçonnerie, elle rigidifie les portiques. Vous voyez, ils sont restés intacts. S'il n'y avait pas de maçonnerie, il y aurait des mouvements. La maçonnerie, elle a joué le rôle de rigidification. Elle a rigidifié. C'est comme si vous avez une diagonale. C'est comme si vous avez une diagonale. C'est une rigidification. Ok? Vous avez une rigidification. Et des fois, il y a des règlements. Il y a des règlements où ils encouragent à modéliser la maçonnerie par des rigidificateurs. Surtout dans le cas des tâches souples. Il y a beaucoup de règlements qui demandent à ce que on doit modéliser la maçonnerie comme un élément de rigidification, comme un X. Vous
vous voyez ici que l'étage est là. C'est sûr que c'est un étage commercial, donc il n'y avait pas de maçonnerie. Il a été complètement démoli ou il a complètement détruit. Ok, maintenant, ici, donc c'est le même principe, c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe, bâtiment rigide en haut. Tout s'est passé au niveau d'un seul étage. Ok. Et ça, il y avait plein de bâtiments qui étaient démolis en ruine à cause de ça. L'étage en bas a subi le choc, tandis que les étages d'en haut sont restés intacts. Ok. Heureusement. Hein. La même chose, partout. Voilà, partout. Ici, vous voyez les deux bâtiments. Donc, déplacement, c'est des forces. Pour déplacer un bâtiment, il faut se mettre en tête que c'est des forces colossales. Hein, c'est des forces colossales, c'est des milliers de tonnes qui sont appliquées. Okay. En tenant compte d'un gamma, c'est une force inimaginable. Ok. À peu près, c'est ça à peu près. Donc, maintenant, je vais arrêter avec ça. Donc, en général, un séisme, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les conséquences sont dévastatrices. C'est-à-dire, si vous savez que ce que peut faire un pays en développement, pendant 20 ans, ou 30 ans, des milliards de dollars qui seront investis pendant 20 ans, 30 ans, peuvent être démolis, peuvent être détruits en un temps de 30 secondes à une minute. En 30 secondes, parce que le séisme n'agit jamais au-delà d'une minute. Alhamdulillah. D'accord. Si le séisme agissait pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, on ne trouvera aucune chose sur Terre. Heureusement que le séisme, le plus grand séisme de Crosso, est aux alentours de 60 secondes. Une telle. La majorité, c'est aux alentours de 30 à 40 secondes. Donc c'est quelque chose de très vite. Donc l'effet dynamique ne va pas s'accentuer indéfiniment. Vous avez étudié la dynamique. Et si vous rentrez en phénomène de résonance, en fonction du temps, si vous rentrez en fonction de l'amplitude de déplacement, si vous rentrez en phénomène de résonance, vous allez avoir un mouvement qui va s'accroître indéfiniment. Et c'est pour ça que toute structure ne peut résister. Dans le cas d'une résonance, la résonance va dépendre du temps. Ça dépend du temps qui est appliqué. Okay. Si je mets une simple voiture sur un pont et que la vibration de la voiture soit égale à la vibration de ce pont, eh bien la voiture peut détruire complètement le pont, malgré qu'il a été calculé pour des efforts très importants par rapport à un véhicule, parce que le temps a un rôle très important dans l'amplification. Et heureusement que nous sommes dans un laps de temps, heureusement que nous sommes dans 30 à 60 secondes. Heureusement. Alhamdulillah, louange à Dieu. Okay. Si le séisme durait plus, eh bien il y aurait plus de dégâts. Ce serait une catastrophe. Ok, là. Donc à partir de là, on va s'intéresser dans les prochains cours, on va essayer de comprendre d'où vient ce séisme, comment il arrive, qu'est-ce qu'il va faire, et l'aboutissement, pour enfin aller vers apprendre une conception, apprendre à réfléchir sur plusieurs types de structures. Ok? شكرا على الاستماع.